Salut à toi, auditeur de Radio Lorraine Enragée. Bienvenue dans cette petite incise radiophonique dédiée à notre chère littérature. J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas, pour devenir un chroniqueur. Ça va de Joe Dubélé à Yom Guy Apollinaire, ouais. En passant bien sûr par Victor Gohu, l'incontournable. Rien ne sera jamais trop beau pour refourguer quelques grammes de finesse dans ce monde éclaté. Le sujet du jour, et vous l'aurez capté en scrutant l'affiche de cette émission, est la modeste lecture d'un texte, un simple texte. Et rassurez-vous, rien de pompeux, ni de moraliste avec des phrases alambiquées qui noient la compréhension. Non, notre émission du jour traitera d'un texte de Louis-Ferdinand Céline, extrait de son roman pamphlétaire « Bagatelle pour un massacre », publié en décembre 1937. Mais profitons un peu de cette introduction pour poser le contexte de l'écriture de l'œuvre. Revenons à l'année 1932 et au succès du premier roman de Céline, Voyage au bout de la nuit. Un roman qu'il écrivit parallèlement à son activité de médecin généraliste, à l'âge de 42 ans, et pour lequel il recevra le prix Renaudot de la même année. Immédiatement, Céline est identifiée comme un génie littéraire par les cercles cultureux de gauche, car il écrit dans un style dit prolétarien une formidable critique de la guerre, du colonialisme et du fordisme. Mais si ses opinions sont sincères, sa participation discrète aux événements du 6 février 1934 vont irrémédiablement ranger l'auteur dans la plus zonie des catégories d'écrivains. Arrive 1936 et la publication de son formidable second roman, intitulé « Mort à crédit », qui se fait alors copieusement et injustement étriller par la critique, de gauche comme de droite d'ailleurs, une critique bien résolue à cramer Ferdinand l'insoumis. Mais 1936, c'est aussi l'arrivée au pouvoir du Front populaire au mois de mai. Notre paix, c'est leur conquête. Ce Front populaire de gouvernement fait alors la vive promotion des réformes sociales d'inspiration stalinienne. Céline, quant à lui, curieux, mais aussi soucieux de toucher ses droits d'auteur pour la traduction du Voyage en URSS, s'embarque pour Leningrad en juillet 1936. Ce voyage lui permettra alors de vérifier de ses propres yeux la propagande des écrivains engagés par le Front populaire en France. Ils sauvèrent les Soviets. De retour en France, Céline publie dès 1936 son premier pamphlet, le célèbrement boycotté Mea culpa. C'est un court feuillet de 30 pages qui révèle pour la première fois les pensées de l'auteur, alors âgé de 48 piges. Le diagnostic de Céline est sans appel. Il renvoie dos à dos le communisme et le capitalisme aux grandes dames des antifascistes en cours qui, comme toujours, châtient les plus talentueux lorsqu'ils ne les tiennent pas comme des larbins. Taisez-vous. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, j'ai une petite chose à vous dire, et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir, rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste, ça me paraît important, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur, et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. C'est un peu une improvisation peut-être, non ? Attendez. Mais après tout, j'accepte de vous rejoindre sur ce plateau. C'est pas pratique pour discuter. Non, c'est pas pratique. Oui, c'est ça. Et j'accepte votre invitation. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Arrive pour finir 1937. Et après plus d'un an de gouvernement du Front populaire en France et en Espagne, Céline persiste en mettant les deux pieds dans le plat cette fois-ci, avec la publication de Bagatelle pour un massacre. Ce concentré drôlatique de 380 pages, que l'on peut aisément qualifier d'antisémite, en ce sens qu'il y dénonce énergiquement le sémitisme qui sévit en France. Mais pour qui sait lire Bagatelle, c'est surtout un plaidoyer pacifiste qui fustige sans pitié aucune les Ariens, tous alcooliques et cocus, et les supplie de devenir moins cons s'ils veulent éviter le prochain massacre de la Seconde Guerre mondiale. Ne pas tomber dans les pièges bellicistes que leur tendent les judéo-bolcheviques de Staline à l'Est et ceux des judéo-banksters de Churchill à l'Ouest.
Voici donc la substantifique moelle de l'ouvrage. Évitez aux Ariens de retourner à la tranchée, au casse-pipe. Ainsi, notre texte du jour appartient, et vous allez le sentir, au chapitre anti-soviet. Le moment où Céline vérifie de ses propres yeux les fameux progrès médicaux que 17 années de dictature du prolétariat ont pu produire. Voici donc qu'il visite, professionnellement et en tant que médecin français, le grand hôpital de Leningrad. Avant d'enfin démarrer la lecture, et pour faciliter la compréhension, il m'incombe de définir certains termes peu courants, comme par exemple « apoloche », qui désigne en argotique un apologue, soit le petit récit visant à illustrer une leçon morale. Il y aura aussi le terme « stentor », qui signifie une voix forte et puissante. Gourgansien chiotte, adjectif tiré de Gourgansier, nom du père de Gargantua, et qui ici donne une dimension toute paillarde à l'état immonde des chiottes en question. Le bagne du Maroni, qui est une célèbre et misérable destination pénitentiaire aux confins de la Guyane. Le terme hérédos, qui lui désigne en argot médical les hérédosyphilitiques, soit les malades atteints d'une syphilis héréditaire. Le terme rabouin, qui désigne les gitans, et enfin les bartholins, qui sont les glandes génitales situées dans la vulve. Et maintenant, lecture. Le grand hôpital des maladies vénériennes se trouve situé à Leningrad, dans les faubourgs de la ville, pas très loin du port. Il se présente à première vue comme un agglomérat de bâtisses, délabrées, toutes de structures incohérentes, courettes fondrières, cabanes, casernes croulantes, intriquées, pourries de bout en bout. Nous ne possédons en France rien d'aussi triste, d'aussi désolant, d'aussi déchu, dans toute notre assistance publique. Le confrère avec lequel j'ai visité cet hôpital, par hasard, n'était pas youtre. C'était même un russe, très slave, d'une 50aine d'années, dans le genre balte, rude, explosif, et je dois dire, pittoresque, à toutes les allures. Il comprenait bien la poloche. Tous les 10 mots environ, entre les explications, entre les détails de technique, il s'interrompait brusquement et se mettait à crier très haut, très fort, en baryton, plein d'écho. Il rigolait en même temps. Ici, confrère, tout va très bien. Tous les malades vont très bien. Nous sommes tous ici très bien. Il en hurlait sur la tonique, sur le mot bien. Il insistait. Il possédait l'organe stentor. Nous arpentâmes tout au long, couloirs, corridors, grandes et petites salles. Nous nous arrêtions au surplus, ici et là, pour regarder une vérole, une névrite, un petit quelque chose. Bien sûr, ils avaient des draps, ces malades, des chalis de troupe, de la paillasse. Mais quelle crasse! Bon Dieu, quel débris, quel gourgansien chiotte moisi, quelle gamme d'horreur, quel sale entassement poisseux. Des cachétiques sournois, d'espions grabataires, d'asiates, rances, tordus de haine, peureuses, toutes les têtes du cauchemar. Je veux dire, les expressions de ces malades, les grimaces de tous ces visages. Ceux qui émanaient de ces âmes, non de la pourriture bien sûr, viscérale ou visible, pour laquelle je l'éprouve, on le pense, aucune répulsion, et tout au contraire, un réel intérêt. Cependant, le mélange de tant de hideurs, c'est trop. Quelle fiente désespérée, quel prodigieux ramassis de puants guignols, quel câtre, quel égout, quel accablement. Pas un coup de peinture sur les murs depuis Alexandre. Des murs, du torchis en étoupe de fange, une sorte d'immense insistance dans le navrant, la désolation. J'ai vu pourtant des naufrages, des êtres, des choses innombrables qui tombaient dans le grand limon, qui ne se débattaient même plus, que la misère et la crasse emportaient au noir sans férir. Mais je n'ai jamais ressenti d'étouffoir plus dégradant, plus écrasant que cette abominable misère russe. Peut-être le bagne du Maroni offre-t-il de pareilles accablantes déchéances. Ce n'est pas sûr. Il faut le don. Souvent on s'est demandé, après lecture des auteurs russes, je veux dire les auteurs de la grande période, pas les larbins soviétiques. Par exemple, Dostoïevski, Tchekhov, même Pouchkine. D'où ils provenaient ces hommes avec leurs transes? Comment ils tenaient à longueur d'œuvre le ton de cette rumination délirante, funèbre, cet épileptisme policier, cette hantise du bouton de porte, cette détresse, cette rage, ce gémissement de chaussure qui prend l'eau, qui prendra l'eau éternellement, amplifié, cosmique.
Ce prodige devient compréhensible. Le sortilège s'explique, sans peine, avec quelques jours de Russie. On conçoit parfaitement ce déchirement, ce sointement, cette dégoulinade douloureuse de toutes ces âmes, comme autant de niches pourries sur les os d'un chien famélique, battu, perclus, condamné. Banale question d'ambiance au fond. Nul besoin de forcer, de fabriquer le trémolo. Tout est là, devant les yeux, sous la main. Il rôde certainement tout autour de ces gens, malades ou valides, de ces maisons, de ces choses, de ces chaos d'atrocités, une fatalité encore 1000 fois plus écrasante, implacable et louche, plus démoniaque, invraisemblablement, que tous les Dostoïevski de la période libre heureuse, en comparaison, n'auraient pu l'imaginer. Raskolnikov, mais pour les Russes, c'est du bouboule. Ce damné doit leur paraître somme toute assez courant, assez vulgaire, aussi spontané, aussi fréquent, ordinaire que bouboule. Ils naissent ainsi. Je reviens à ma visite du grand champ creux Capharnaüm. Le confrère Tuvabianovitch, revêtu lui aussi d'une blouse fort crasseuse, ni plus ni moins que les autres membres du personnel, ne me fit grâce d'aucun détail, d'aucun tournant de cette immense installation, d'aucun service spécialisé. J'ai tout vu, je pense bien tout vu, tout senti, depuis les KGB des piqûres jusqu'aux oubliettes tabétiques, de la crèche aux essaims de mouches jusqu'au quartier des Hérodos. Ces petits-là, syphilis infantile, semblaient entre autres fort bien dressés. Préalablement, ils m'attendaient bien sage, au passage. Ils devaient jouer, pour les rares visiteurs, toujours le même rôle, la même petite comédie. Ils m'attendaient au réfectoire, attablés devant autant d'écuelles, par groupe, par douzaines, en cercle, tondus, verdâtres, bredouillant, hydrocéphales, une bonne majorité d'idiots entre 6 et 14 ans, enjolivés par la bonne impression des serviettes, très crasseuses, mais très brodées. Figuration. À notre entrée, ils se dressèrent tout d'un seul jet. Et puis, tous ensemble, ils se mirent à brailler quelque chose en russe, la sentence. « Tout va bien, tout va très bien, nous sommes très bien ici. Voilà ce qu'ils vous disent, confrères, tous !» Tuvabianovitch avait des élèves dans le coin. D'ailleurs, il se fendait la pêche. Ce confrère est l'un des rares Russes que j'ai vu rire pendant mon séjour à Leningrad. « Voilà nos femmes de service, nos infirmières de service. » On aurait pu, avec un peu d'attention, les distinguer, les reconnaître parmi les malades. Elles semblaient encore plus déchues, navrées, perclues, fondantes de misère que tous les malades hospitalisés. Elles vacillaient toutes, littéralement, entre les parois du couloir, exsangues, décharnées, croulant en guenilles, d'un bord crasseux sur l'autre. Combien gagne-t-elle ? 80 roubles par mois. Une paire de chaussures coûte 250 roubles en Russie. Et puis, il a ajouté, en surplus, mais elles sont nourries, confrère, nourries. Il se bidonne. Tout va très bien, qu'il vocifère. Mais le meilleur de cette visite, c'est pour la fin. Les traitements gynécologiques. La spécialité de Tuvabianovitch, le bouquet. Un bazar, une collection, une rétrospective d'instruments, d'antiquités ébréchées, tordues, grinçantes, maudites, qu'on ne trouverait plus qu'au Val-de-Grâce, dans les cantines et les trousses du baron Larrey, avec bien du mal. Pas un broc, un trépied, une sonde, pas le moindre bistouri, la plus courante pince à griffes de cette répugnante quincaille, rien qui ne date au moins des tsars. Des vraies ordures, un fouillasson bien déglingué de saloperies innommables, tessons rongés, sublimés, pourris de permanganate, à ce point qu'opus, personne n'en voudrait. Les rabouins refuseraient sans appel, pas la valeur du transport en voiture à bras, une poubelle très décourageante. Tous les plateaux corrodés, écaillés, jusqu'à l'envers, macérés. Je ne parle pas du linge, des trous et de la merde. Tuvabianovitch, dans cette zone, il était aux anges. C'était sa consultation, le moment de son art. Retroussant ses manches, il se met en devoir aussitôt. Et le voici qui fonctionne. L'écu, partout se rassemble. Les malades attendent leur tour. Une ribambelle pour grimper sur le chevalet. Les étudiants, un peu abrutis, un peu boutonneux, un peu malveillants, comme tous les étudiants du monde, prennent de la graine. Il s'agissait de farfouillage, de décollage des replis, des grands suintements du vagin, du col, de tamponnement à pleine vulve, de pressurer les bartholins. Enfin, la bricole ordinaire, le casuel glaireux des mérites. Tuvabianovitch s'en donnait, toujours cordial, bien pétulant, haut de verbe, à son affaire gaillardement. Il m'en promenait plein la vue. C'est vrai qu'il était habile. Il manipulait fort crânement, avec une rude dextérité, tous ses attirails en déroute, ses annexes, ses purulences. Une grande série, un petit jet de permanganate et fout. Je te plonge dans une autre motte la moitié du bras. En pleine fièvre, il faisait rendre un peu les glandes. Toujours pérorant, il se secouait à peine les doigts et floup,
foncez dans la prochaine. Pas une seconde de perdu. Comme ça, main nue, velue, dégoulinante de jus jaune, sans doigté absolument. Je voulais pas du tout le gêner, paraître indiscret. Mais quand même, je voulais savoir. Quand il eut trifouillé comme ça des douzaines de vulves, j'ai fini par lui demander « Vous ne portez jamais de gants ?» Oh, pas la peine, confrère. Ici, tout va très bien, tout va parfaitement. Ed se gondolait, de plus en plus drôle, en pleine forme, bien sûr que c'était pas de sa faute si le caoutchouc manquait en Russie. Il profitait du voisinage pour regarder un peu dans le trou du cul. Il cherchait là aussi les gonons en brinde, dans le pot de lentilles, les petits replis de l'anus. Il jetait d'abord un peu d'eau et un peu de vaseline alentour, et puis encore un peu du menthol. Il grattait avec les ongles. Enfin, une petite cuisine. Et puis tout de suite, immédiatement, il refilait dans la prochaine vulve. Il s'arrêtait à l'entrée, une pression sur les barthelins, et il était tout à fait heureux quand ça rendait vert. Un jus bien épais, bien lié, 2, 3 tampons. Tout va bien, confrère, tout va bien. Mais j'ai eu grand soin de ne pas être mandarin de la littérature. Je l'ai pour ainsi dire cherché. Et pour tout avouer, si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas très certain que ce ne soit pas volontairement. Précisément pour ne pas être populaire et ne pas avoir à être flatté par un tel et prendre de l'importance, qui est une chose hideuse, n'est-ce pas ? J'ai donc cherché, pour ainsi dire, la modestie et même la réprobation générale. Je ne peux pas dire que je l'ai absolument cherché, mais c'est le trouver. Si j'avais voulu l'éviter, il était bien simple de l'éviter, je n'avais qu'à me taire. Je ne me suis pas tué en 37 ou 38, je n'avais qu'à me taire, on me laissait bien tranquille. Je me suis mis dans une histoire bien horrible, et puis cela m'a valu un détachement et une hostilité totale, n'est-ce pas, mon Dieu, dans laquelle je suis, ainsi dire, le mandarin, si vous voulez, dans l'opprobre, puisque je vois actuellement, par exemple, même des gens que l'on m'a considéré pour avoir été collaborateurs, qui me honnissent absolument, n'est-ce pas, et qui reprennent les mêmes calomnies que les partisans de M. de Gaulle ou de monsieur résistant quelconque. Évidemment, je suis isolé, pour ainsi dire. Et isolé, c'est pour être plus en face de la chose. J'aime beaucoup l'objet. Et c'est pas beaucoup apprécié à l'époque où nous sommes. On s'occupe beaucoup plus de la personnalité, n'est-ce pas, que de l'objet, n'est-ce pas. Alors on est personnaliste, n'est-ce pas, de même qu'on est verbaliste. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas du tout. Et alors je suis un travailleur de la chose en soi. Ça, ce n'est pas du tout apprécié de nos jours, ça ne se probablement jamais, à moins qu'il se produise une révolution antimatérialiste à un moment donné, des siècles et des siècles. Mais pour le moment, nous sommes évidemment à l'époque de la publicité et de la mécanique. Alors, le robot génial, n'est-ce pas, l'auteur à succès, n'est-ce pas.